Bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Luc Lisette. Je suis ingénieur agricole et agronome. Je suis également producteur ovin au Bas-Saint-Laurent. Je travaille au développement de l'outil de diagnostic des gaz à effet de serre à la ferme du projet Agriclimat phase 2. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous parler des émissions de gaz à effet de serre de la production fourragère. Cette présentation est divisée en 3 sections. En premier lieu, je vais parler des sources de GES à la ferme qui sont liées à la production fourragère. Ensuite, je vais discuter de la différente répartition des sources d'où proviennent la majorité des émissions de gaz à effet de serre lors de la production fourragère. Et je vais conclure par expliquer différents mécanismes, différents processus qui vont amener l'émission de gaz à effet de serre, toujours dans un contexte de production fourragère. Au niveau des sources de gaz à effet de serre liées à la production fourragère, d'entrée de jeu, il est important de faire la distinction entre deux types de sources de gaz à effet de serre. Il y a les émissions directes et les émissions indirectes. Les émissions directes, ce sont des émissions de GES qui surviennent sur la ferme. Donc, c'est des émissions qui vont être produites à partir de la fermentation entérique ou de l'entreposage et fumier ou des émissions qui surviennent au champ comme tel. Alors que les émissions indirectes, ce sont des émissions qui sont générées, produites à l'extérieur de l'entreprise, souvent liées à l'achat d'un intrant. Donc, dès qu'on achète un intrant, comme par exemple les engrais, il y a des GES qui ont été émis pour fabriquer, produire, transporter les engrais à la ferme. Ce ne sont pas des GES qui sont produits sur la ferme comme telle, mais qui découlent de l'exploitation de la ferme et sont pris en considération lorsqu'on dresse un bilan, un diagnostic de gaz à effet de serre à la ferme. Il y a 5 sources de gaz à effet de serre à la ferme. Ici, elles sont présentées non pas en ordre d'importance, mais simplement numérotées pour présenter qu'il y a 5 principales sources de gaz à effet de serre à la ferme. Il y a la fermentation entérique, qui va être une source de méthane. Les sols agricoles, qui va être une source de protoxyde d'azote, mais également de dioxyde de carbone. Les sols agricoles incluent également la séquestration du carbone. Donc, dans certaines situations, les sols vont devenir un puits de dioxyde de carbone de par la séquestration du carbone dans le sol. L'entreposage du fumier de lisier va être une source de méthane, protoxyde d'azote. L'utilisation des énergies, donc la combustion des carburants, l'utilisation des énergies à la ferme, va être responsable de l'émission de plusieurs gaz à effet de serre et les intrants à la production qui seront des émissions indirectes. Plusieurs gaz à effet de serre également sont associés à cette source d'émission. Quand on regarde que la production fourragère, c'est-à-dire du travail de sol pour en faire un lit de semences, le semis de la plante fourragère, la récolte, l'entreposage et l'alimentation. Quand on regarde, si on veut, que l'aspect production fourragère comme tel, c'est 3 sources d'émissions qui vont être considérées, soit les sols, euh, la fertilisation des prairies, des pâturages, la gestion de l'azote au champ, le chaulage des prairies, des pâturages. Donc, les sols vont être une source d'émissions de GES, l'utilisation des énergies pour les opérations de récolte, mais également au niveau de l'alimentation aussi. L'énergie va intervenir au niveau des systèmes d'alimentation du bétail. Et la troisième source, le troisième poste, les intrants à la production. Donc, quand on va acheter de l'engrais ou du diesel pour les opérations culturales ou pour la fertilisation azotée, des émissions vont être générées et prises en considération. La production fourragère va être responsable de gaz à effet de serre au niveau des sols, l'utilisation des énergies et des intrants, mais d'un autre côté, la production fourragère va affecter également la fermentation entérique et l'entreposage du fumier lisier. Donc, va être lié comme tel, va avoir des retombées sur l'ensemble des 5 sources de gaz à effet de serre à la ferme. Au niveau de la fermentation entérique, le type de fourrage, la qualité du fourrage, la composition, c'est-à-dire le pourcentage de fourrage qui se retrouve dans notre ration et qui est administré aux animaux, va affecter les émissions, va faire varier les émissions de méthane qui seront générées par la fermentation entérique. Même chose pour l'entreposage du fumier de lisier. Encore là, le type de fourrage, la qualité, la composition de notre ration en termes de
pourcentage de fourrage va faire varier le taux d'excrétion d'azote des animaux, ce qui va faire en sorte que cette variation-là au niveau du taux d'azote, de la teneur en azote de nos fumiers lisiers, va également influencer les émissions de protoxyde d'azote qui peuvent être générées de ces fumiers lisiers. Nous avons vu que la production fourragère va affecter l'ensemble des 5 sources de gaz à effet de serre à la ferme. Dans cette session, je vous présente la répartition. Donc, nous allons identifier quelles sont les principales sources de gaz à effet de serre affectées par la production fourragère. Une analyse de cycle de vie de la production fourragère a été réalisée dans l'Ouest canadien. Quand on parle de la production fourragère, spécifiquement, c'est à partir de la préparation du lit de semences pour l'implantation de plantes fourragères jusqu'à l'entreposage des fourrages. Ça a été réalisé dans l'Ouest canadien. À ma connaissance, il n'y a pas d'analyse de cycle de vie qui a été réalisée dans l'Est, ni pour le Québec, spécifiquement pour la production fourragère. Donc, bien que cette analyse de cycle de vie ne soit pas basée sur des données de terrain de l'Est du Canada, ça donne néanmoins là, une indication sur la répartition des gaz à effet de serre liés à la production fourragère. Du foin sec a été récolté pour une prairie de luzerne brome-fléole. Le foin a été pressé en balles rondes. Et les champs étaient situés en moyenne à 3,2 km, c'est-à-dire la distance entre les champs et le site d'entreposage des fourrages était en moyenne à 3,2 km. Les résultats de cette analyse de cycle de vie nous démontrent que les sols agricoles sont responsables de la majorité des émissions liées à la production fourragère. Donc, 70 des émissions vont provenir des sols agricoles. 18 au niveau de l'utilisation des énergies, donc pour les opérations culturales, et 12 pour les intrants. Si on regarde un peu plus en détail chacune de ces sources de gaz à effet de serre, en premier lieu, au niveau des sols qui sont représentés ici par les bandes rouges, la fertilisation va correspondre à près de 55 des émissions totales de la production fourragère. Ici, on peut voir que la fertilisation organique, en fait, la principale source de fertilisation azotée est une fertilisation organique, c'est-à-dire des fumiers lisiers. D'un autre côté, quand on combine les deux, la fertilisation minérale et organique, c'est près de 55 des émissions qui vont provenir de la fertilisation. Décomposition des résidus est une source non négligeable, près de 15 des émissions. Au niveau de l'utilisation des énergies, représentées ici par les bandes en jaune, il y a deux choses à prendre en considération. En premier lieu, plus l'opération culturelle va être énergivore, davantage de diesel va être brûlé et donc plus importantes seront nos émissions de GES. Et également, il y a l'aspect répétition des opérations. Donc, si on fait 2, 3, 4 fauches, on répète l'opération de fauche, raclage, pressage 2, 3, 4 fois. Donc, ici, pour cette analyse de cycle de vie, on voit que les opérations de fauche et de pressage vont émettre davantage de gaz à effet de serre que les autres aspects là, des opérations culturelles, tels que le travail de sol, l'enfouissement, le travail de sol ou le transport des balles comme tel. Au niveau des intrants, la production d'engrais utilisés pour la fertilisation minérale va davantage se démarquer en comparaison à la production de semences et d'herbicides. Nous avons vu que la production fourragère, c'est-à-dire de la préparation du lit de semences jusqu'à l'entreposage, va émettre principalement des gaz à effet de serre de par les sols agricoles. Maintenant, si on prend en considération également l'effet que peut avoir la production fourragère sur la fermentation entérique et l'entreposage des fumiers, ici, je vous présente une étude sous forme d'approche intégrée. Donc, on prend en considération toute la ferme au complet, autant la rotation que l'alimentation et la gestion des fumiers. Ça a été réalisé à l'aide de données collectées au Québec par Agriculture et Agroalimentaire Canada, c'est-à-dire au niveau de la ferme de recherche à Lennoxville, Sherbrooke. C'est un troupeau de 60 vaches Holstein en lactation.
on compare deux types de rations, soit une ration composée à 56,4 d'ensilage de luzerne, comparativement à une ration composée à 56,4 d'ensilage de maïs. Pourquoi on fait l'exercice ici de comparer l'ensilage de luzerne à l'ensilage de maïs? C'est parce que l'ensilage de maïs va contenir davantage d'amidon que l'ensilage de luzerne. Une ration plus forte en amidon peut réduire grosso modo de 10 à 14 les émissions de la fermentation, les émissions de méthane de la fermentation entérique. Les résultats de l'étude nous démontrent qu'en effet, une ration composée principalement de maïs ensilage va réduire les émissions de méthane de la fermentation entérique comparativement à une ration composée principalement d'ensilage de luzerne. Des gains également en termes de réduction de gaz à effet de serre sont faits au niveau de l'entreposage des lisiers pour l'ensilage de maïs. D'un côté, une ration composée d'ensilage de luzerne va permettre de réduire des émissions au niveau des sols agricoles, l'utilisation des énergies et également au niveau de l'achat d'aliments. Pourquoi au niveau de l'achat d'aliments? C'est parce que notre ration composée principalement d'ensilage de maïs va contenir moins de protéines que notre ration d'ensilage de luzerne. Donc, afin de pallier au manque de protéines, davantage de protéines devra être acheté sous forme d'intrants, ce qui va augmenter les émissions indirectes liées à l'achat d'aliments. On peut voir également au niveau globalement que la fermentation entérique en production laitière va être généralement plus importante que les sols agricoles. Au final, quand on compare les deux types de rations, on s'aperçoit qu'au total, c'est relativement similaire. Donc, même si l'ensilage de maïs nous permet de réduire les émissions provenant de la fermentation entérique comparativement à l'ensilage de luzerne, quand on prend en considération les 5 sources de gaz à effet de serre à la ferme, au final, c'est relativement similaire. Donc, c'est important ici de voir, ici, ça nous permet de constater qu'il est important de prendre en considération l'ensemble de la ferme, d'avoir une approche intégrée, globale de la ferme quand on met en place certaines stratégies de réduction de gaz à effet de serre. Parce que si on adresse une source spécifique, donc si on met en place une mesure de réduction de gaz à effet de serre pour une source spécifique à la ferme, il est important de voir également les retombées de cette stratégie de réduction sur l'ensemble des autres sources de gaz à effet de serre pour s'assurer que la mesure mise en place va avoir vraiment des retombées à l'échelle de la ferme en termes de réduction de gaz à effet de serre. Ici, dans cette dernière section de la présentation, je vais parler de différents mécanismes, différents processus d'émission de gaz à effet de serre. Plus spécifiquement, je vais parler du protoxyde d'azote qui provient des sols. Donc, on se souvient que c'est 70 des émissions de gaz à effet de serre liées à la production comme telle de fourrage qui va provenir des sols. Et je vais brièvement discuter également là, des GES qui sont associés à la fabrication, du transport des engrais minéraux. Plusieurs mécanismes, plusieurs réactions chimiques et biologiques au champ vont produire les émissions de gaz à effet de serre au niveau des sols agricoles. En premier lieu, il y a la dénitrification de l'azote, qui va être la principale source de protoxyde d'azote, mais également la principale source de gaz à effet de serre provenant de nos sols agricoles. La volatilisation et le lessivage de l'azote seront également des sources indirectes de protoxyde d'azote. La perte de carbone, c'est-à-dire lorsqu'on a une diminution de notre matière organique, une diminution de notre carbone du sol sera une source de dioxyde de carbone au niveau du champ, tout comme le chaulage et également l'hydrolyse de l'urée, qui seront également des sources de dioxyde de carbone provenant des sols agricoles. La dénitrification de l'azote va être notre principale source de protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre. Ça équivaut à 265 fois le potentiel de réchauffement du dioxyde de carbone. La dénitrification va survenir lors de la réduction microbienne d'énitrite-nitrate en conditions d'anaérobie. Donc, les microbes, les micro-organismes vont aller chercher l'oxygène d'énitrite-nitrate pour pouvoir respirer, pour pouvoir survivre quand il y a un manque d'oxygène dans nos sols.
condition de manque d'oxygène qui survient lorsque les sols sont saturés en eau, lorsqu'ils sont très humides ou bien lorsqu'il y a très peu d'aération. Deux facteurs sont très importants au niveau de la dénitrification de l'azote et donc des émissions produites sous forme de protoxyde d'azote provenant des sols agricoles. Il y a l'humidité et la quantité d'azote contenue à l'intérieur de notre profil de sol. Au niveau de l'humidité du sol, les précipitations, les sections de champs avec un mauvais drainage, les bas de pente où davantage d'eau de ruissellement va s'accumuler, les sols avec une faible porosité, une faible infiltration, une faible aération, les sols compactés, les sols davantage argileux, la fonte de la neige, les épisodes de gel-dégel seront tous des situations favorables à réduire l'oxygène contenu à l'intérieur du sol, donc des conditions d'anaérobie des sols qui va favoriser la dénitrification de l'azote. Autre élément à prendre en considération, c'est la quantité de nitrite-nitrate que peut contenir notre profil de sol. Donc, toutes les entrées d'azote vont être importantes, que ce soit au niveau de la fertilisation azotée, donc nos engrais organiques, inorganiques, la décomposition des résidus, la minéralisation de la matière organique, vont être des entrées d'azote qui vont influencer, qui vont affecter notre dénitrification. Autre paramètre également très important est l'efficacité d'utilisation de notre azote par la culture. Donc, plus une culture va être meilleure sera notre culture à aller chercher, assimiler l'azote contenu à l'intérieur de notre sol, moindres seront nos émissions de protoxyde d'azote. La fertilisation azotée va évidemment influencer la quantité de nitrite-nitrate contenue à l'intérieur de nos sols. Par le fait même, la littérature scientifique nous démontre que les émissions de protoxyde d'azote vont être directement proportionnelles à la fertilisation azotée. Au Canada, en moyenne, 1 kg d'azote appliqué au sol sous forme minérale va être responsable de l'émission de 0,0332 kg de protoxyde d'azote. Au niveau des fumiers lisiers, 1 kg d'azote appliqué sous forme d'engrais organique va être responsable d'un peu moins de protoxyde d'azote, c'est-à-dire 0,0279 kg de protoxyde d'azote. Autre élément qui va influencer la teneur en nitrite-nitrate contenue à l'intérieur de nos sols est l'efficacité d'utilisation de l'azote par la culture. Les cultures pérennes, les plantes fourragères pérennes seront bien meilleures à aller puiser l'azote du sol que les cultures annuelles. Ici, ce que je vous présente, c'est une étude réalisée en Ontario. Ici, les émissions de protoxyde d'azote ont été comparées entre une prairie de fléau-luzerne à une monoculture de maïs-grain. Pour une fertilisation relativement similaire sous forme organique, les cultures pérennes ont émis moins de protoxyde d'azote que la monoculture de maïs-grain. Globalement, au Canada, les plantes fourragères pérennes, les cultures pérennes, vont émettre 81 % moins de protoxyde d'azote que les cultures annuelles. Pourquoi les cultures pérennes émettent moins de protoxyde d'azote que les cultures annuelles? C'est pour deux raisons, une plus longue saison de croissance et donc une meilleure efficacité d'utilisation de l'azote. Les cultures pérennes au printemps sont déjà établies, donc dès les premières chaleurs, vont être en mesure de croître, d'aller chercher l'azote du sol. Tout comme en fin de saison, lorsque les cultures annuelles sont récoltées, les cultures pérennes sont toujours au champ, même de façon ralentie de par la température, vont être en mesure d'aller chercher de l'azote résiduel contenu à l'intérieur du sol. Ce qui fait en sorte que c'est des cultures qui vont être beaucoup plus efficaces à aller chercher l'azote du sol. Ici, ce que je vous présente dans le graphique, c'est la relation entre la balance d'azote dans le sol et les émissions de protoxyde d'azote. La balance d'azote dans le sol, en fait, c'est l'azote appliqué. Donc, notre fertilisation azotée et également les autres sources d'azote au niveau du sol, moins l'azote qui est assimilé par la culture. Plus la culture va assimiler d'azote, moins il va y avoir d'azote résiduel dans le sol qui peut être dénitrifié et amener les émissions de protoxyde d'azote. Et on voit que plus on va avoir un surplus d'azote contenu à l'intérieur du sol, de par le graphique qui est présenté ici à droite, plus élevées seront nos émissions de protoxyde d'azote. Maintenant, si on combine les deux éléments, soit l'effet de la fertilisation azotée et l'effet de l'utilisation de l'azote par la culture sur les émissions de protoxyde d'azote provenant des sols agricoles, ici, ce que je vous présente dans le tableau sont les émissions de protoxyde d'azote à l'hectare pour 4 cultures fourragères.
nous avons une prairie composée principalement de luzerne, une prairie composée principalement de graminées, maïs en silage et un avoine-pois récolté sous forme de fourrage. Si on regarde en premier lieu les prairies, la prairie composée principalement de légumineuses va avoir une fertilisation plus faible qu'une prairie composée de graminées parce que les légumineuses du mélange sont fixatrices d'azote, vont aller puiser l'azote atmosphérique et réduisent ainsi les besoins en fertilisation azotée. Donc, notre prairie légumineuse va émettre 2 fois moins de protoxyde d'azote à l'hectare que notre prairie de graminées. Si on compare les cultures annuelles, maïs en silage, avoine, pois, le maïs en silage a une fertilisation azotée très élevée, des besoins en azote très élevés comparativement à notre avoine-pois, ce qui va faire en sorte que les émissions de protoxyde d'azote à l'hectare vont être très élevées pour le maïs en silage. Si on prend en considération maintenant l'efficacité d'utilisation de l'azote par les différents types de cultures, nos prairies sont des pérennes, maïs en silage, avoine-pois sont des cultures annuelles. Donc, si on compare notre prairie principalement composée de graminées au maïs en silage, qui ont une fertilisation azotée relativement similaire, notre prairie de graminées, même avec une fertilisation de 160 kg à l'hectare, va émettre près de 5 fois moins d'émissions de protoxyde d'azote comparativement à notre maïs en silage du fait que c'est une culture pérenne, bien meilleure à aller utiliser l'azote contenu à l'intérieur des sols. Cependant, le maïs en silage va produire beaucoup plus de tonnage à l'hectare, va avoir de meilleurs rendements à l'hectare que les autres cultures fourragères présentées dans le tableau. Donc, si on ajoute au tableau le rendement en termes de tonnes de matière sèche à l'hectare et qu'on calcule les émissions de protoxyde d'azote par tonne de matière sèche récoltée, le maïs en silage demeure sur les 4 cultures fourragères présentées dans le tableau. Le maïs en silage demeure la culture qui va émettre le plus de protoxyde d'azote par tonne de matière sèche récoltée avec 0,31. Les prairies demeurent autant la prairie légumineuse que la prairie de graminées vont émettre moins de protoxyde d'azote par tonne de matière sèche récoltée que les fourrages annuels, soit le maïs en silage et l'avoine-pois. Nous avons vu précédemment que la décomposition des résidus est à l'origine de 15 des gaz à effet de serre de la production fourragère. Pourquoi? Parce que la décomposition des résidus amène de l'azote au sol, azote qui peut être dénitrifié et produire du protoxyde d'azote. Ici, ce que je vous présente est la teneur en azote des résidus sur le sol et de la biomasse racinaire de la luzerne et des graminées en général. Ce que l'on constate est que les résidus de légumineuses, comme la luzerne, vont avoir une teneur en azote plus élevée que les graminées, autant pour les résidus en surface que la biomasse racinaire. Ce qui fait en sorte que, généralement, la décomposition de résidus de légumineuses va être à l'origine de davantage d'émissions de protoxyde d'azote que la décomposition des résidus de graminées. Le niveau élevé de gaz à effet de serre provoqué par la décomposition des résidus en production fourragère est expliqué à la fois par la teneur en azote des résidus, mais également l'importante biomasse racinaire des plantes fourragères, plus spécifiquement les plantes fourragères pérennes. D'ailleurs, la biomasse racinaire des plantes pérennes dans l'Est du Canada correspond à 1,3 fois le rendement de fourrage. Donc, si au courant de l'été, à travers mes différentes coupes, je récolte pour l'équivalent de 6 tonnes de matière sèche à l'hectare, je vais avoir approximativement dans mon sol 7,8 tonnes de matière sèche à l'hectare de biomasse racinaire. En moyenne, pour l'Est du Canada, la biomasse racinaire va varier entre 5,4 et 20,1 tonnes de matière sèche à l'hectare pour le premier 45 cm de sol. Les travaux également de Martinelle Thivierge ont démontré que la biomasse racinaire variait selon la profondeur. Donc, la biomasse racinaire des plantes fourragères va être plus élevée dans le 0,15 cm de sol comparativement à la biomasse racinaire qui va être mesurée à une profondeur de 30-45 cm de sol dans le profil. Donc, la destruction, l'enfouissement, la rénovation d'une prairie ou d'un pâturage provoque les émissions de protoxyde d'azote des sols agricoles par la décomposition des résidus.
émissions qui ont d'ailleurs été mesurées à la ferme expérimentale de l'IRDA pour une prairie de fléole des prés. En fait, ce qui a été testé, c'est 3 façons de détruire la prairie de fléole des prés et les émissions de protoxyde d'azote de ces 3 façons de détruire la prairie ont été mesurées. Une première façon de détruire la prairie a été d'appliquer un herbicide non sélectif à l'automne. Ici, les émissions de protoxyde d'azote de ce traitement sont illustrées par le triangle pointant vers le haut et les lettres CF. Un labour d'automne a été testé. Les émissions de protoxyde d'azote du labour d'automne sont illustrées par un cercle et les lettres AFIT. Et un labour de printemps a également été effectué. Les émissions de protoxyde d'azote du labour de printemps sont illustrées par un triangle pointant vers le bas et les lettres SFIT. Une section de la prairie a demeuré intacte, ce qui correspond aux témoins. Donc, les émissions de la prairie demeurées intactes sont illustrées par le carré et les lettres CTL. Ici, si on regarde en premier lieu la section du haut du graphique qui correspond à notre prairie de fléole des prés sans aucune fertilisation azotée, on constate que pour les 3 types de destruction de prairies, des émissions de protoxyde d'azote surviennent à partir du début juin jusqu'au début septembre, avec certains sommets observés vers la mi-juin, fin juin. On remarque également que les émissions de protoxyde d'azote sont plus importantes pour la prairie détruite à l'aide d'un herbicide non sélectif appliqué à l'automne parce qu'on l'a vu précédemment, les résidus sont situés en surface, la majorité de la biomasse racinaire est située dans les premiers centimètres de sol. Donc, le fait de prendre ces résidus de culture et de les amener à 8 pouces par le labour réduit les émissions de protoxyde d'azote, tout comme le fait d'enfouir un engrais azoté va réduire la volatilisation de l'azote. Si on regarde la section du bas du graphique, qui correspond à la même prairie de fléole des prés, mais ayant reçu une fertilisation azotée de 100 mètres cubes à l'hectare de lisier de porc, on se rend compte que le lisier de porc, la fertilisation azotée, amplifie les émissions de protoxyde d'azote de nos 3 façons de détruire la prairie en ajoutant de l'azote dans le profil de sol. On met de côté les sols agricoles pour se pencher sur les gaz à effet de serre liés aux intrants, plus spécifiquement les engrais minéraux. La fabrication, le transport des engrais minéraux génère des gaz à effet de serre, une source indirecte de gaz à effet de serre, mais qui est pris en considération dans l'inventaire à la ferme. À l'échelle mondiale, la production d'engrais minéraux est responsable de 2 du total des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est considérable. L'empreinte carbone des engrais minéraux est élevée, est importante parce que la fabrication, la production nécessite des énergies fossiles, plus spécifiquement au niveau de l'azote qui nécessite du gaz naturel pour sa fabrication. Alors, lorsqu'on effectue un inventaire, un diagnostic de gaz à effet de serre à la ferme, les émissions liées aux intrants sont relativement faciles à calculer. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va multiplier des kilogrammes d'intrants par un facteur d'émission, un coefficient d'émission en termes de kilogrammes d'équivalent CO2. Ici, je vous présente les coefficients d'émission pour l'azote, phosphore, potassium. Pour chaque kilogramme d'azote livré à la ferme, c'est 3,1 kg d'équivalent CO2 qui a été émis pour sa production et son transport à la ferme. Au niveau du phosphore, du potassium, c'est un peu moins élevé que l'azote. Pour le phosphore, c'est 1,8 kg d'équivalent CO2 par kilogramme. Pour le potassium, on parle de 1,3 kg d'équivalent CO2 par kilogramme de potassium livré à la ferme. Les coefficients d'émission pour les engrais minéraux sont parmi les plus élevés des intrants. Les carburants également ont des coefficients d'émission indirects très élevés. Le plastique agricole, le plastique d'enrobage des balles a un coefficient de 2 kg d'équivalent CO2 par kilogramme, donc parmi également les plus élevés. On peut mettre ces coefficients en perspective à ceux couramment utilisés au niveau des bilans de gaz à effet de serre, soit des coefficients liés aux aliments achetés. Lorsqu'on achète du foin, du maïs rond, de l'orge ronde, les coefficients d'émission sont de l'ordre de 0,2, 0,3 kg d'équivalent CO2 par kilogramme. Pour des moulées fabriqués, des moulées cubées, les coefficients d'émission sont de l'ordre de 0,5, 0,6 kg d'équivalent CO2 par kilogramme. Pour le minéral, on parle de 1,6.
kg d'équivalent CO2 par kilogramme. Néanmoins, considérant les coefficients d'émission élevés des engrais minéraux et également des quantités élevées achetées à la ferme, ces émissions sont considérables dans les bilans. En conclusion, nous avons vu que la production fourragère était responsable de l'émission de gaz à effet de serre au niveau du sol agricole, au niveau de l'utilisation d'énergie et également au niveau de l'achat d'intrants. Le type de fourrage, la qualité et également la proportion de fourrage à l'intérieur de notre ration va affecter d'autres sources de gaz à effet de serre à la ferme, telles que la fermentation entérique et l'entreposage des fumiers lisiers. La plus importante source de gaz à effet de serre de la production fourragère est le N2O, le protoxyde d'azote des sols, à la hauteur de 70 du total des émissions. Une forte humidité, faible aération, une quantité élevée d'azote dans le profil de sol favorise la dénitrification de l'azote, ce qui provoque les émissions de protoxyde d'azote. On a vu que plusieurs éléments de la gestion de la production fourragère affectent les émissions de protoxyde d'azote du sol, tels que le type de plante fourragère, en fait les plantes fourragères annuelles, les plantes fourragères pérennes, la composition de notre mélange fourrager, le ratio légumineuse-graminées et la fertilisation azotée qui va avec, la destruction, la décomposition des résidus lorsqu'on détruit, renouvelle, enfouit une prairie ou un pâturage. Ceci conclut cette présentation sur les émissions de gaz à effet de serre liées à la production fourragère. Mon nom est Pierre-Luc Lisotte. Je vous remercie pour votre écoute.